L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue sur Africable Télévision Afrique Soir, les titres du journal. Le Coran s'engage dans la résolution de la crise malienne. Le collectif des ressortissants du nord de ce pays sort d'un forum national avec l'objectif de construire une vision commune autour du projet. La Côte d'Ivoire en route pour un destin nouveau, une ambition qui passe par la construction d'une justice sociale équitable. Le garde des Sceaux ivoirien était face à la presse ce matin à Abidjan pour en parler. Autorités judiciaires et politiques en guerre contre la cybercriminalité au Cameroun. Le 3e forum du Commonwealth qui tenait ses assises à Yaoundé est chargé de résolution contre les pirates de la toile. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence par ce forum organisé donc au Centre international de conférence de Bamako sur la résolution de la crise au Nord Mali, une initiative du Coran, entendez par là le collectif des ressortissants du nord de ce pays, avec pour objectif de construire une vision partagée, commune et largement partagée donc avec l'ensemble des communautés du Mali. Détails et explications, Kadi Diakité et Malik Baye. 2 jours durant, les différentes communautés du Nord Mali, venues de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, ont eu à débattre des thèmes ayant trait à la paix, à la sécurité, à la question du genre, aux futures négociations, à la gouvernance et au développement local, entre autres. L'objectif était de mieux contribuer à la résolution de la crise actuelle, mais aussi et surtout de prévenir d'autres. Il s'agissait d'identifier les mesures idoines pouvant entrer dans des programmes de moyen et long terme, en vue de mieux soutenir le bien-être individuel et collectif. Au total, 6 panels ont été animés par d'éminents experts qui ont planché sur plusieurs thématiques, notamment la paix et la sécurité, la gestion des populations en temps de guerre, ainsi que la place et le rôle des médias. Au plan national, un effort particulier doit être porté à présent sur la réduction des écarts de perception entre les responsables publics et leurs administrés respectifs, écarts dus à un recours souvent insuffisant à nos langues nationales dans la communication publique en direction des dits administrés. Le Coran devrait à présent renforcer sa capacité de faire des plaidoyers solides afin de rendre plus effective sa capacité d'influer les politiques publiques. L'ensemble des conclusions de ce forum qui s'est tenu 3 mois après le lancement des opérations pour la libération du Nord Mali feront l'objet d'un traitement afin de dresser un plan d'action assorti d'un chronogramme pour leur mise en œuvre. Quelle justice pour les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire? Cette question était au centre du débat ce matin lors d'une conférence de presse animée par le garde des Sceaux en présence de nos représentants du bureau d'Africable à Abidjan, Herman Niani et Bernadette Ado. C'est un exercice risqué pour le ministre ivoirien de la Justice. Face aux médias nationaux et internationaux, Mamadou Yénéma Coulibaly devrait tordre le cou à l'éternel procès fait à la justice ivoirienne quant à sa partialité, mais aussi apporter des réponses à des questions d'actualité, notamment les récentes accusations de pillage de ressources d'ex-chefs de guerre par l'ONU. Si l'ONU constate qu'il y a des preuves contre des personnes qui seraient impliqués dans des trafics, mais enfin, nous, justice, nous ne sommes que disposés à recevoir ces preuves-là et à mener des investigations. Donc, vous imaginez bien que le président de la République et tout le gouvernement ne peut pas protéger quelqu'un qui vole. Quel sort réservé au mandat d'arrêt international lancé contre Simone Gbagbo par la CPI? Ou encore, comment expliquer les lenteurs de la justice ivoirienne à mener promptement les instructions contre les pro-Gbagbo? Il n'est pas certain que le ministre ivoirien de la Justice ait convaincu tout le monde. Moi, j'ai confiance et je pense que la CPI, quand on aura fini de réfléchir, on lui dira ce qu'on entend faire. On voit bien que plus on prend du temps, plus la réflexion se bonifie. C'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter. Le but de cette rencontre avec les médias, c'était également de dérouler le plan d'action de ce département. Un plan d'action qui, à terme, devrait faciliter l'accès des justiciables à la justice. Ainsi, de nouvelles cours d'appel verront le jour
naturellement à Bouaké et à Korogo. Des tribunaux de commerce seront également érigés à l'intérieur du pays et, plus important, des services d'archives modernes seront installés auprès de chaque juridiction. L'autre volet important de ce chantier, c'est le retour de la confiance entre les justiciables et leur justice. À ce niveau, il y a du boulot. Justice encore, le Cameroun qui va en guerre contre les pirates de la toile. À l'initiative du Commonwealth, on vous le disait en titre, un forum sur la cybercriminalité vient de se tenir à Yaoundé en présence des autorités politico-administratives de ce pays. Le document est de la CIRTV. Comment surfer en toute sécurité sur la toile, traquer les usurpateurs d'identité en ligne ou encore garantir la sécurité nationale tout en préservant les droits individuels. Les experts réunis à Yaoundé pour ce forum du Commonwealth travaillent sur les nouveaux dangers créés par la vulgarisation des nouvelles technologies. La cybercriminalité, c'est de s'assurer que les choses qui ne sont pas tolérées dans le monde physique ne soient pas faisables sur le monde de cyberespace. L'État du Cameroun a déjà pris beaucoup d'initiatives pour sécuriser les activités et les actions sur cyberespace. Premièrement, il y a eu la loi sur la communication électronique et deuxièmement, la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Troisièmement, la loi sur la protection des consommateurs. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre des Télécommunications, représentant le Premier ministre, et aussi le secrétaire général de l'organisation du Commonwealth pour les télécommunications, travaillent à la mise en œuvre de plateformes efficaces de lutte contre la cybercriminalité. C'est ma première visite et je veux découvrir beaucoup plus d'autres choses d'être ici. Le forum du Commonwealth sur la cybercriminalité s'achève ce vendredi. Nous quittons le Cameroun pour la Centrafrique pour parler politique cette fois. Le Premier ministre centrafricain, Nicolas Changaï, était récemment en visite à Bruxelles où il est allé plaider la cause de son pays auprès des députés européens. Nicolas Changaï s'est également rendu en Afrique du Sud. Que peut-on retenir de ces voyages? Pour en parler, nous avons pu joindre en direct de N'Djamena, où il vient tout justement d'arriver, M. Martin Ziguélé, président du mouvement de libération du peuple centrafricain, d'où est issu Nicolas Changaï. M. Martin Ziguélé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Malgré le plaidoyer du Premier ministre Nicolas Changaï, certains pays européens hésitent encore à reprendre la coopération avec la Centrafrique. Peut-on parler d'un échec ou d'un succès de cette première sortie du Premier ministre centrafricain? Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord rappeler qu'avant d'aller à Bruxelles, le Premier ministre centrafricain était à N'Djamena pour la seconde fois en moins de 15 jours et le sommet des chefs d'État a donc avalisé le schéma de sortie de crise de notre pays, c'est-à-dire ils ont avalisé la désignation de Michel Nguessédia comme chef de l'État pendant la période de transition. Ils ont avalisé également la durée de la transition à 18 mois et ils ont également mis en place un groupe international de contact pour aider la République centrafricaine à sortir de cette situation difficile. Et bien sûr, N'Djamena, le Premier ministre Nicolas Changaï a continué à Bruxelles pour faire un plaidoyer afin de maintenir l'aide, l'appui institutionnel, l'aide budgétaire et l'appui en investissement dans le cadre du programme indicatif national, l'EPIN 2003-2000 quinquennal là, en faveur de la RCA. Et son déplacement a été un succès puisqu'il n'y a pas eu de décision de suspension de l'appui financier de l'Union européenne à la République centrafricaine. Et je pense qu'en lui-même, c'est un grand succès. Naturellement, pour ce qui concerne l'appui budgétaire, l'Union européenne a demandé que les conditions de sécurité soient réunies pour lui permettre de faire revenir ces techniciens et donc de pouvoir décaisser et de gérer des programmes et des projets. On retient par ailleurs que le Premier ministre centrafricain s'est rendu à Pretoria où il a évoqué avec le président Jacob Zuma le réchauffement des relations diplomatiques entre Pretoria et Bangui. Qu'est-ce que cela peut concrètement changer lorsqu'on sait que l'Afrique du Sud était le dernier soutien du président déchu François Bozizé? Oui, je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'à l'issue de la réunion de N'Djamena qui a eu lieu le 18 avril dernier, c'est le président Jacob Zuma qui a invité le Premier ministre Nicolas Changaï
à venir de toute urgence en Afrique du Sud pour tourner la page des épisodes douloureux qu'il y a eu entre la République centrafricaine et l'Afrique du Sud. Vous êtes sans ignorer que l'Afrique du Sud est la première puissance continentale africaine. Elle fait partie des BRICS et elle souhaite entrer même au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre permanent. Et nous pensons que l'incident qui a eu lieu est dû tout simplement à une situation fâcheuse et que nous devons, c'est dans l'intérêt de notre peuple et dans l'intérêt de notre pays, de tourner la page, d'apaiser nos relations. Et c'est le président Zuma qui a proposé au Premier ministre Nicolas Tiangaï le renforcement de ces relations-là par l'ouverture de l'ambassade de la République d'Afrique du Sud en Centrafrique, parce que la République centrafricaine a déjà une ambassade à Pretoria. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour le pays, parce qu'il faut éviter l'isolement diplomatique et il faut éviter également de mélanger les relations d'État à État avec des positions passionnelles ou émotionnelles et passagères. Merci M. Martin Ziguele d'avoir répondu à nos questions en direct de N'Djamena. C'est moi qui vous remercie. L'actualité se poursuit sur Africable Télévision. Un tour d'horizon de l'actualité en Afrique avec Daouda Kamate à présent. D'anciens chefs rebelles, désormais cadres de l'armée ivoirienne, poursuivent le pillage du cacao et d'autres ressources du pays qui leur rapportent des centaines de millions de dollars, a dénoncé ce dimanche un rapport d'experts des Nations Unies. Ces chefs militaires ont été intégrés dans l'armée régulière sans que les commandants aient abandonné leur activité économique prédatrice sur le mode de chef de guerre qu'ils ont aujourd'hui étendu à l'ensemble du territoire ivoirien, selon le texte. Signalons que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao, mais pendant la saison 2011-2012, la contrebande a concerné 153 000 tonnes sur un total de 1,47 million de tonnes. Après plus d'un mois d'absence, le président de la transition est rentré dimanche 28 avril en Guinée-Bissau. Manuel Serefo Namadjo était en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux. Il a déjà prévenu qu'il réunirait les principaux responsables de l'armée pour obtenir plus d'informations sur les accusations de trafic de drogue visant plusieurs hauts gradés. Le chef d'état-major est accusé par les États-Unis de trafic de cocaïne avec des rebelles colombiens des FARC et de terrorisme. L'ancien chef de la marine, Boubou Nachoto, lui est détenu depuis plus de 2 semaines à New York pour la même affaire. En Libye, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi celui de l'Intérieur et le siège de la télévision nationale ont été pris d'assaut par des milices. Les protestataires, armés mais non violents, réclament que les responsables et hauts fonctionnaires ayant servi l'ancien régime soient écartés. Par ailleurs, le gouvernement accuse ces groupes de vouloir déstabiliser le pays. En conséquence, les autorités ont déployé une trentaine de pick-up, dont plusieurs étaient armés de canons anti-aériens, ainsi que des dizaines d'hommes armés. Selon un responsable du ministère, ces demandes sont légitimes, mais pas les moyens employés. Merci Daouda Kamate. Fête du travail, édition 2013, mois 2. Au Niger, les centrales syndicales ont pratiquement bouclé les préparatifs de l'événement et les messages qui vont avec. L'objectif ici est de corriger en 2013 les manquements de 2012. Sarki Aboubakar et Razak Abaché de notre bureau de Niamey. Au niveau de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, regroupant une vingtaine de syndicats affiliés, les préparatifs de la fête du travail sont entrés dans leur dernière phase. Les différents comités chargés de l'organisation du défilé préparent l'envoi des dernières cartes d'invitation et autres gadgets. Même son de cloche au niveau de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger. En tout cas, au niveau de notre confédération, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Tout est presque terminé. Notre rassemblement est prévu pour se tenir au niveau de le rond-point Balafon. Après le rond-point Balafon, nous allons prendre l'axe pour aller au niveau du rond-point Terrain Musulman. Et après, il y aura le rond-point Collège Mariama. Et on va finir le défilé au niveau du Château Neuf. Donc pratiquement, les 3 comités ont fini leur travail. Le comité organisation a fait ses multiples rencontres avec les secrétaires de l'organisation des 43 syndicats affiliés à l'USTN. Et là, ils ont dressé déjà leur programme et le chronogramme de passage. Le défilé du 1er mai est aussi l'occasion pour les centrales syndicales de valoriser leur potentiel à travers une forte mobilisation des militants. Et pour y arriver, c'est toute une stratégie qui a été développée.
Ils ont également fait la mobilisation au sein des entreprises parce qu'ils font des visites dans les entreprises et les services pour réveiller les militants et également pour sensibiliser certains employeurs qui sont des fois un peu réticents à laisser sortir le matériel. Nous avons initié aussi ce qu'on appelle l'ordre de défilé. Ça a été remis à toutes les organisations syndicales, les structures qui sont affiliées à la centrale pour qu'ils puissent connaître leur positionnement. Et cette année, l'innovation qu'on a apportée, on a élaboré aussi ce qu'on appelle des fiches signalétiques. À travers ces fiches, nous demandons à chaque structure de nous dire quel est le message qu'il veut livrer. Pour les centrales syndicales du Niger, la célébration de la fête du travail le 1er mai prochain s'articule autour du respect des accords signés par le gouvernement nigérien. Hors du continent, le Premier ministre syrien Wael al-Khalaki a échappé à un attentat ce lundi à Damas, le premier du genre contre un dirigeant du pays depuis l'assassinat de 4 autres responsables du régime en juillet 2012, à l'origine d'une voiture piégée qui a explosé au passage de son convoi. Bilan sur place, 6 morts, dont l'un de ses gardes-corps. L'explosion s'est produite dans l'un des quartiers les plus sécurisés de Damas, un quartier résidentiel masé où demeurent les hommes politiques du régime. Carcasse encore fumante et débris sur le sol. La télévision d'État syrienne fait les gros titres de cet attentat, car la cible était le Premier ministre syrien Wael al-Khalaki. Son convoi a été durement touché, mais selon cet homme présenté comme témoin, le chef du gouvernement, surnommé le docteur, est sain et sauf. La voiture du docteur est passée devant nous alors qu'on attendait au coin de la rue. Et là, il y a eu une explosion. Nous l'avons vu sortir de la voiture, indemne. On a voulu l'emmener à l'hôpital, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Lui, son chauffeur et son garde du corps étaient en bonne santé. Al-Khalaki est Premier ministre depuis août 2012. Il a été nommé pour sa fidélité à Bachar al-Assad, quand son prédécesseur, lui, avait critiqué le régime. Il était 9h du matin à Damas quand la bombe a explosé. Peu de détails sur le bilan. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle d'un mort, le pouvoir de quelques blessés. Mais Damas a été touché en plein cœur, et ce pour la première fois depuis plusieurs mois. En juillet 2012, 4 hauts responsables de la sécurité avaient été tués, dont le propre beau-frère de Bachar el-Assad. Un attentat en pleine capitale, revendiqué alors par la rébellion. Retour en Afrique, nous allons tout droit à Dakar au Sénégal. Dakar qui fait donc face à l'interminable problématique de la gestion des ordures ménagères, une affaire des pouvoirs publics, mais également un devoir civique qui n'est pas de tout le temps perçu de cette façon par les citoyens. Le reportage est de Mamadou Ndiaye. La santé n'a pas de prix, la propreté qui la procure non plus. Dakar, capitale du Sénégal, vitrine du pays, fait face au quotidien à l'épineuse question de la gestion des ordures. Au niveau de Dakar, on prend 1500 à 1700 tonnes d'ordures par jour. Mais ce que je peux donner comme chiffre réel ici à Grand Yoff, nous prenons chaque jour du lundi au dimanche inclus, chaque jour 135 à 140 tonnes d'ordures. Jadis une compétence transférée au niveau local, la gestion des ordures ménagères est aujourd'hui entre les mains de l'État, qui ambitionne à nouveau de la confier aux collectivités locales. Une interrogation s'impose. À qui la charge de la gestion des ordures? Il est vrai que le président Macky Sall a déjà annoncé que la gestion des ordures allait être retournée à l'entente Kadakar, pour ce qui est justement de la région de Dakar. Mais puisque la reprise de la gestion des ordures a été faite par la voie législative, il fallait attendre la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale pour justement retourner la gestion des ordures à l'entente Kadakar. Face à une organisation institutionnelle qui se cherche, se trouve la réalité du ramassage d'ordures au quotidien. Mbobos a atteint ses limites et les charretiers jouent la carte de l'anarchie. C'est très difficile de collecter, de prendre les ordures et le lendemain ou 48 heures après, vous voyez qu'il y a des charretiers qui sont là et qui déversent encore les ordures. Et c'est un éternel recommencement. Nul n'est censé ignorer la loi, une disposition juridique qui semble échapper à bon nombre de nos concitoyens. Le dépôt d'ordures constitue un délit. Quand on dépose des ordures, c'est un délit en matière d'hygiène. La peine encourue est de 2 mois à 2 ans ou 200 000 à 2 millions d'amende. Il s'agit de dépôt d'ordures sur la voie publique, de dépôt de gravats, ferrailles et d'épaves. Autre fait marquant dans le secteur du ramassage des ordures, il s'agit des mouvements d'humeur répétitifs. Une situation qui, selon les acteurs, est due au fait des retards de salaire et une mise en œuvre de la convention collective des travailleurs du nettoiement, qui tarde à être appliquée. Si nous avons constaté ces grèves cycliques depuis presque 10 ans dans le secteur du nettoiement, 80% des grèves sont dues soit au retard des salaires et à l'équipement du personnel.
Les 20%, nous l'attribuerons peut-être à l'équipement et à la convention que nous réclamons depuis plus de 5 ans. La gestion rationnelle et efficace des ordures doit être l'affaire de tous, car nettoyer est une bonne chose, mais ne pas salir est encore mieux. À bon entendeur, salut. Ainsi se referme Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir regardé. Excellent sur des programmes sur Africa de télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.